Podcast. À la veille de l'Halloween, bienvenue dans ce 5e épisode du podcast sur Radar. Comme à notre habitude, Anthony Desaulniers avec Olivier Paiement. Salut, ça va? Ça va bien toi? Ben, c'était le Frozen Frenzy cette semaine, je peux pas aller mieux. Comment ne pas bien J'ai aller? vu 16 puck drop en 7 heures. Je suis un homme comblé. Et le lendemain, tu as eu la chance de voir un seul match de la Ligue Oui. nationale, bien sûr. Ah, c'était un beau trip pour de Bien vrai. Là. sûr. Et en pleine série mondiale, alors que le match commence à 8h, je me disais au moins le match sera à 7. Ben non, Leafs, Blue Jackets, 7h30. Donc j'attendais. Faudrait rappeler notre ami de l'horaire du calendrier de la LNH. Je t'ai jamais répondu. Non. Non. Salut Hugo, comment ça Les va? gars, ça va bien vous autres? Oui, non, oui, toi, oui. Blue Jackets, Sabres, ça t'intéressait pas du tout? C'était Blue Pas plus Jackets du tout? Leafs. Ah, c'était Leafs, ok, c'était Ouais. le match d'avant, ça veut Fait dire que Sabres. j'ai eu la chance de voir Kellen Primo un peu, puis à 8h, ben, j'ai fait le switch. Peut-être ta dernière chance de voir Kaden Primo dans la LNH. Pas faux. Peut-être. J'espère que t'as apprécié le moment. Ouais, non, c'est intéressant. Regarde, on va creuser là-dessus, c'est bon. Juste avant, comme la semaine dernière, je pense que vous avez aimé à la maison. En tout cas, nous autres, on a du fun. Encore une fois, cette semaine, il y aura des mots cachés dans notre podcast. Et allez-y en commentaire pour tenter de les trouver. À la fin du podcast, on vous dévoile les mots de la semaine dernière. Je pense que vous en savez déjà un qui a été plus ou moins bien utilisé. Hein? Quoi? Allons-y sur Kaden Primo. C'est dommage, mais je pense qu'effectivement, Ali, c'est direction balotage. Joe Wall revient avec les Maple Leafs. Personne ne va le réclamer. Est-ce que ce sera un gardien de Ligue américaine pour le reste de sa carrière? Ben, il y a vraiment deux Kaden Primo. Là. Dans la Ligue nationale, il est pourri. Appelons un chat, il fait pas le travail Non. quand il est appelé dans la Ligue nationale, mais il domine dans la Ligue américaine. Fait que le Canadien, pendant longtemps, s'est accroché à cet espoir-là. Les Hurricanes lui ont donné une chance, ça n'a pas marché. Les Leafs viennent lui donner une chance, ça marche C'est pas pas. que ça n'a pas marché avec les Hurricanes, c'est qu'il était Il y avait placé pas au de- balotage Ouais. puis il a été réclamé. Oui, c'est vrai. Mais on n'avait pas de place pour lui dans la LNH. Ouais. Puis, je pense qu'il va continuer à se faire donner des chances. Là. Le nombre de gardiens qui passent dans la Ligue à chaque année, c'est sûr qu'il va avoir des deuxième, troisième, quatrième chances. Mais je pense que c'est assez clair à ce point-ci qu'il ne va jamais pouvoir s'établir comme un vrai gardien dans la LNH. Ouais, Ouais. puis, tu sais, je dis que ça n'a pas marché, puis je te laisse aller après Hugo, mais il faut être constant quand même, conséquent. Ils ont réclamé Brendan Bussy au balotage et ils ont placé Kellen Primo au balotage. Fait que c'est un peu comme si on avait fait eux aussi un constat d'échec à ce Ouais. moment-là, même si on ne l'a pas vu là, dans un match de saison régulière avec l'uniforme des Hurricanes de Caroline. Ouais, ben c'est ça que j'allais dire. Tu sais, c'était un gardien pour un gardien au final. Puis c'est plate, là. Je pense à des joueurs comme genre Charles Ludon, que ça a été la même affaire. Josh Roy, où c'est de la domination dans la Ligue américaine, mais C'est ça. on n'est Ouais. pas capable d'atteindre le prochain C'est une niveau. game différente. Exactement. Par contre, tu sais, je pense pas qu'on devrait, du côté de Kaden Primo, on devrait pas jeter la serviette tout de suite. Tu sais, il y a plein d'options encore. Tu sais, le hockey en Europe, ça peut être vraiment une belle alternative pour lui. Je pense qu'il pourrait connaître du talent-là. C'est vraiment, écoute, c'est vraiment dommage. On sait qu'Anthony Marcotte, là, très proche dans son cœur. Oui. Kaden Primo, Oui. c'est un gardien qui avait beaucoup de potentiel. Il a gagné beaucoup de titres aussi dans la Ouais, NCAA. mais ça vous inquiète-tu, ça, disons, quand on regarde Kaden Primo, là, à un moment donné, il était venu comme l'avenir du Canadien devant le filet. Il avait été super bon à Northeastern. Il avait gagné Au son mondial, premier match dans la LNH. Ouais, au mondial junior, il a été nommé gardien par excellence. Quand même, ça a bien commencé dans la Ligue américaine. Est-ce que ça vous inquiète, par exemple, si on compare ça à un gars comme Jacob Fowler qui profile un peu similaire? Oui, mais je pense que Fowler, j'y ai jamais parlé directement, mais il me semble très solide entre les deux oreilles. Et je pense que Primo, c'était sa faiblesse. Pas nécessairement la technique, mais on dirait que la pression a le dessus sur lui, puis il n'est pas capable de mettre les morceaux du puzzle en place. Tandis que Fowler est évidemment un gardien de but, on le verra dans la Ligue nationale. C'est très facile d'avoir de spéculer, mais au final, c'est quand ça va se passer pour de vrai. Mais je pense que Fowler, il est plus solide face à des moments de pression, puis d'après moi, ça devrait mieux se passer, mais ta question est quand même intéressante. Puis en plus, choix de 7e ronde, Ouais. Kaden Primo, à un moment Ouais, donné, c'est ça. ça reflète quand même ton talent, ton potentiel. Là. Exact. C'est Oui, des puis boîtes à non, les surprise. gardiens de but, des gardiens repêchés tardivement, il y en a Ouais, plein. c'est là. sûr, il y en a plus, mais si t'es un choix de 7e ronde, même si t'es un gardien, t'as moins de chances d'accéder à la Ligue qu'un choix de 3e ronde. Ah ouais, ben rendu là, c'est des boîtes à surprise, puis tu fais comme Ken Hughes, man. Tu décides de prendre des gardiens à partir de la 5e ronde, puis ça va. Il y en a un, il y en a Tant un ça qu'il va est marcher. 4. Ouais, Ouais, l'année tant qu'il passée, est Arseny Radkov repêché très tôt. Là. Oui, Il y ça, c'est avait, vrai. Ouais. Il y avait eu ça.
OK, cool. Ben, très bon qu'on adresse la situation de Kellen Primo, d'ailleurs, dans une défaite de 6-3 à des Leafs hier. Dans ce match-là, on a vu un premier but pour Samuel Blais. Content pour lui, évidemment, même s'il n'aura jamais joué officiellement pour le Canadien, ben, ça reste qu'il a été de passage ici. Et un 500e but en carrière pour John Tavares. Quand même une belle carrière, honnêtement. Là. Tavares, tu sais, l'ancien premier choix de l'Encan en 2009. On connaît tous l'historique avec les Islanders. N'a jamais vraiment connu le succès escompté d'un premier choix. Mais il aura eu une carrière très honnête. Il a accepté de signer à rabais avec les Leafs. Les Leafs, ça va pas bien, par contre. Là. Et non. Honnêtement, hier, ils ont donné un 5 contre 2 à un moment donné. Quasiment 5 contre 1 parce qu'il y en a qui ont ralenti. Ouais. Exact. J'avais jamais vu ça de ma vie. Une séquence au hockey où là, t'attaques puis c'est rendu un 5 contre 2, presque 5 contre 1. Ouais. Ah, les structures défensives sont tellement poreuses à Toronto. Moi, là, je paierais pour entendre voir Craig Berube dans le vestiaire pendant les entractes, après les matchs. J'espère qu'il brasse ses joueurs parce que pour de vrai, là, ça n'a pas d'allure. Ils sont chanceux que les Blue Jays, ça va tellement bien. L'attention médiatique est détournée, sinon là, il passerait un mauvais quart d'heure à Toronto. Mais ça va être éphémère. Là. La série mondiale se termine bientôt. Donc C'est là, ça. toutes les spotlights vont être sur les sur les Maple Leafs. Faut se rappeler aussi, il y a eu un 5 contre 2, mais un peu plus tôt. Je sais pas si c'était en pré-saison ou en début de saison, il y a eu un 4 contre 1. Non, aussi. c'est la semaine passée. C'est dans une game contre les Devils. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Un 4 contre 1. C'est incroyable. Oh oui, non, effectivement, ça va pas bien du tout. Puis tu parlais que ce serait le fun d'entendre ce qui se passe dans le vestiaire des Leafs. Sais-tu qu'est-ce que j'aimerais entendre, moi? Être dans la chambre des Golden Knights de Vegas. Oh, Ah, Marner, il ouais. doit s'amuser. Hein. C'est sûr que Mitch Marner doit être mort de rire. Mes pensées vont vers Nicolas Roy, Ouais. Oui, qui lui a pris le chemin inverse, mais Marner, il doit être bien. Là. Les Golden Knights sont en voiture. Lui, il produit. Jack Puis Eichel est incroyable. Ça va bien. ce serait toute une vengeance, là, disons, si les Golden Knights, imaginez, genre, qui gagnent la Coupe Stanley. Là. Mais Ouais. ce qui serait le plus Quand il ironique, la ramène à c'est Toronto. ça, c'est qu'il la pendant ramène à l'été. Toronto. Il vient de là. Il fait une parade. Ça serait Pendant fou, l'été, il y raide. aurait sa journée avec la Coupe à Toronto. Hey, ce serait génial. Ça serait malade, tu sais. Tu fais un tatou à part ça, comme tous les joueurs font maintenant, de la coupe. Steve Dangle, il ferait genre un stream juste de lui dans une pièce seule en train de pleurer. Steve Là, parce- Dangle, ouais. Mais c'est tellement, honnêtement, Marner, il a été lancé comme une vieille chaussette. Tu sais, ça a été vraiment le bouc émissaire. On a pris pour acquis que tous les problèmes allaient se résoudre une fois que Marner allait quitter. Puis c'est comme si on n'était pas prêt à mettre nos bottes de travail. Puis c'est pas juste comme ça que ça marche. Mais là. non. Surtout quand que peut-être que dans le vestiaire, peut-être pas la meilleure attitude. OK, est-ce qu'il considérait déjà quitter pour Vegas plus tôt? Peut-être que tout ça, c'est vrai. Mais au final, on parle quand même d'un joueur responsable défensivement qui met 100 points sur le tableau. Puis t'as rien eu en retour. Ouais, t'as rien eu. Je le sais pas, là, à la Avalanche, quand ils ont échangé Mikko Rantanen, puis ils ont eu Martin Necas, puis Drury, puis là, tu l'as pas remplacé. Là. C'est pas Mathias Maccelli, puis Dakota Joshua qui vont remplacer non, pas Mitch du tout. Marner. Là. Pas du tout. Puis on s'est fié sur le fait que justement, on allait avoir une défensive un peu plus d'expérience, un peu plus vieille. Mais c'est Ça pas allait une bonne solidifier, défense, mais les- c'est les pas une Leafs. bonne défensive. Ils sont vieux, sont pas très mobiles. Ouais. Puis t'as pas un. Tu sais, Morgan Riley, c'est plus le même joueur qu'il y a 4-5 ans. Il était Exact. vraiment meilleur sous Sheldon Keefe. Ça ne Ouais. fait pas Ouais. du tout avec Craig Berube. Ceci dit, par contre, moi, je n'étais pas contre mettre l'acquisition de Chris Tanev. Ben, je pensais que c'était exactement le genre de morceau que les Leafs avaient besoin pour passer à l'autre niveau. Mais tout le monde savait que c'était un contrat qui allait très mal vieillir. Mais il arrive une période où est-ce qu'une équipe, tu t'en fous un peu de donner un contrat à long terme parce que tu penses gagner d'ici 1 an ou 2. Tu vivrais avec les conséquences plus tard. Le problème, c'est que les Leafs, ils n'ont pas gagné avec Tanev. Et là, tranquillement, on rentre dans les années où est-ce que ce contrat-là est en train de tourner un peu au vinaigre. Là. Ça va pas s'améliorer, leur situation. là. Tu sais, compare leur défense à celle de Montréal. Là. Honnêtement, Noah Dobson serait le premier défenseur des Leafs. Lane Hudson serait le premier défenseur des Leafs. Mike Madison serait le premier défenseur des Leafs. Puis Caden Goulet aussi. Là. Ouais. Ouais, Hi! exact. Mais non, mais c'est ça. C'est une grosse différence. Là. Mais c'est parce qu'on est tellement. Tu joues tellement sur la ligne, je trouve que tu prends des gambles sur des joueurs qui étaient déjà vieux, puis que le mur, là, on l'atteint. Tu sais, il y a tout le temps comme une ligne de non-retour avec les joueurs vieillissants où
tu suis la cadence jusqu'à temps que tu la suis plus du tout. Exact. Puis j'ai l'impression qu'on a trop une accumulation de ça à Toronto en ce moment. Montréal, on a la chance d'avoir une défensive très mobile, qui a des bonnes relances, qui sont intelligentes, qui sont jeunes surtout, là, puis qui sont déjà établis et de confiance dans la LNH. Puis ça, on dirait que c'est comme, OK, on joue sur notre orgueil à Toronto. Est-ce qu'on veut faire valoir nos signatures? C'est ça qui est intéressant. Les Carlo, les Tanev, justement. Exact. McCabe, il y en a quand même quelques-uns. Tu parlais de suivre la cadence. Un qui ne suivait malheureusement pas la cadence cette année avec le Canadien, c'est Patrik Laine. Et on a appris au cours de la dernière semaine que Laine a dû subir une opération, qu'il sera à l'écart pour au moins 3 à 4 mois. Ce qui nous amène fin janvier avec la pause olympique qui est début février. D'après moi, ce serait surprenant de le revoir avant la fin des Olympiques, donc fin février. Puis lorsque la nouvelle est tombée, j'étais en Mauricie, j'étais allé voir mon filleul qui jouait au hockey. Des petits bouts, là, c'est très drôle. Là, Tu fais déjà du recrutement pour le podcast La Relève. T'envoies tes notes à Marty. Ils ont 7 ans. Hey, Marty, lui, il est solide. Non, mais j'étais avec mon cousin qui est un grand fan de hockey comme bien des gens au Québec, mais qui suit peut-être ça un peu plus de l'extérieur, du coup plus que nous. Puis la nouvelle est tombée de l'année, puis on a eu la discussion, puis les deux, on avait le même constat. C'est comme, ah bon. Tu sais, c'est fou à quel point les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. L'année précédente, l'année tombe au combat, j'ai fait pleurer en ondes. Et là, au final, cette année, tout le monde est comme, too bad. Puis rappelle-toi, après le match contre Buffalo, quand il avait eu son tour du chapeau, là, ça parlait d'y donner un contrat de 8 ans, 8 millions de $. Ici, non, mais c'est ici, vrai. Il y a des gens dans la station ici. Ces mêmes gens-là. On pourrait nommer des noms. Puis, mais je pense que ça montre à quel point, tu sais, Patrik Laine, c'est un talent tellement fou. Puis quand il est on, il est incroyable. C'est un joueur qui est un talent rare, un des meilleurs marqueurs en termes de talent de sa génération. Mais boy, que quand ça va mal, puis quand il est pas bien entouré, puis quand les circonstances sont pas en sa faveur, c'est tellement un joueur qui peut même nuire à ton équipe. Comme c'est vraiment dommage, là, mais pour le Canadien de Montréal, je parle pas pour l'être humain, mais pour le Canadien de Montréal, j'ai pas l'impression qu'il y a aucun partisan observateur qui était comme déçu plus que ça de voir Patrik Laine se blesser à long terme. Soyons honnêtes. Rien contre l'humain, puis je pense qu'il a eu des épreuves difficiles dans sa vie. Ah ouais, il y en aura encore. Puis ça, je suis tout d'accord, mais d'un point de vue du Canadien, il y avait un clash. Il ne fitait pas dans le groupe, dans le moule de ce qu'on essayait d'accomplir. Il était un peu caché sur un 4e trio avec Evans et Anderson, tirait vers le bas, ces joueurs-là. Ouais. Moi, je pense que le Canadien, honnêtement, en tout respect pour Patrik Laine, c'est le meilleur scénario possible. Tu fais son acquisition. L'année dernière, il est capable d'aller chercher une 20aine de buts, t'amènes jusqu'en série. Cette année, alors qu'il s'enlignait pour être une distraction et un boulet, il sort de la formation. Ouais. Pas besoin de jouer au yo-yo avec lui, pas besoin de jouer à travers ça. Et quand on va arriver au repêchage l'année prochaine, à l'été, on aura un choix de 2e tour supplémentaire en provenance des Blue Jackets de Columbus. C'est un risque qui n'a rien coûté. C'est ça, pourquoi pas l'essayer? Puis justement, ça nous a apporté 20 buts, ça nous a apporté quand même. Ça a été bénéfique. Pas fait les séries probablement. Exactement. Non, absolument pas, parce que ça a été l'électrochoc que cette formation-là avait besoin, qui a éventuellement conduit à la transaction d'Alex Carrier, qui a poursuivi cet élan-là, et l'arrivée de Dobèche. Mais tout ça part début décembre d'une équipe qui s'en allait absolument nulle part. Et c'est Laine qui a été un électrochoc. Oui, c'est juste, tu sais, son style de jeu fit tellement pas avec celui du Canadien. Le Canadien, c'est une équipe patine. On a de la vitesse, le jeu de transition. C'est quoi la plus grande faiblesse dans le jeu de Patrik Laine? Il patine pas, il est lent, il est pas explosif. Puis c'est dommage, mais honnêtement, je trouve que ça a été un bon coup de Kent Hughes de tenter sa chance sur lui. Ça n'a rien coûté. Puis le pire, c'est que cet été, Patrik Laine va être joueur autonome. Puis il y a sûrement un autre DG qui va tenter sa chance sur lui, un contrat d'1 an, un PTO, parce que gros bonhomme, 6 pieds 5, potentiel de 50 buts, jusqu'à temps que Patrik Laine dise, vous savez quoi, j'arrête. Il va continuer de se faire donner des chances. Le talent, il sort par les oreilles. Puis tu sais, s'il a pu aider l'avantage numérique du Canadien dans un certain sens de faire en sorte que Martin Saint-Louis s'ouvre les yeux sur les options de lancer qu'il y a au sein de ses brigades présentement, c'est le fun, là, parce que quand il s'est blessé, là, il y a eu Caulfield, on savait qu'il y a toujours eu une shot, Caulfield, mais
comment être capable de bien bouger la rondelle pour tout le temps s'assurer que Caulfield est libre, pour tout le temps s'assurer qu'il trouve un trou. Même en faire cette année avec Noah Dobson qui a un excellent lancer de la pointe. Ivan Demidov qui est capable de lancer aussi. Il y en a des joueurs comme ça. Puis on a vu l'avantage numérique du Canadien s'améliorer au fil du temps. Laine a contribué à ça, même s'il n'a pas été là longtemps quand même. Ben moi, tu vois, je trouve que le fait que Laine n'y est plus, ça libère tous les autres joueurs. Parce qu'il avait cette pression-là d'alimenter le lancer sur réception. Comme de Laine. Weber un peu. Et avec raison. Il est tellement dangereux que chaque lancer peut faire la différence. Ouais. Sauf que ça enlevait tellement de créativité à un Nick Suzuki qui prenait peu de lancers au filet, à un Cole Caulfield. Je trouvais que l'avantage numérique était très unidimensionnel, mais ça fonctionnait. Jusqu'au moment où ça fonctionne plus. Et là, c'est comme si on n'a pas de repère. Tandis que cette année, avec le Canadien, on voit différents schémas. On voit la passe transversale, on voit des lancers de la pointe, on a vu le jeu en triangle, on a vu des jeux avec Zachary Bolduc, avec Slavkovski, avec Caulfield. On a vu des lancers de la pointe de Mike Madison. On voit plein de choses différentes chez le Canadien qui amènent un peu plus de créativité. Et je pense que le Canadien, c'est maintenant une force. Demidov, Suzuki, Hudson, Caulfield, ce sont des joueurs créatifs. C'est fou à quel point il y a du talent sur cette unité-là d'avantage numérique, puis ça fait juste commencer. Là. La rondelle circule vite. Tu as plein de joueurs avec des forces, des attributs différents, puis c'est pas unidimensionnel comme avantage numérique. Les 5 gars sur la glace sont des menaces, à la place d'avoir une attaque à 5 qui est construite vraiment pour un seul gars, que si tu réussis à bien closer le gap, à bien le surveiller, ben ça n'a absolument rien par la suite. Puis disons, vers la deuxième moitié de saison l'an passé, l'avantage numérique du Canadien était rendu mauvais. Là. Piqué du nez, C'était vraiment décevant pour le talent qu'on avait. Alors que là, cette année, j'ai l'impression que plus ça avance, plus ça va être une force. Ouais. Non, mais ce que j'allais rajouter par rapport à ça, c'est vraiment juste le mouvement de la rondelle puis le comportement des joueurs. Tout est plus rapide, s'exécute plus rapidement, puis on a vraiment plus de résultats aussi. Dans les derniers matchs, j'ai regardé Lane Hudson, puis il y a comme une nouvelle tendance là, dans les avantages numériques. Austin Matthews, il le fait super bien. C'est des bons lanceurs, des bons tireurs de la pointe ou des défenseurs qui sont vraiment, vraiment mobiles vont se retrouver à faire une genre de banane avec la ligne bleue pour revenir et ouvrir ses options de passe pour amener les ailiers vers la ligne bleue. Et ça, honnêtement, je trouve ça super créatif, mais ça, on l'a super bien instauré du côté du Canadien et c'est là qu'on s'en va chercher des résultats parce qu'on ouvre les lignes de passe. Exact. Depuis que Demidov est sur la première unité, écoute, ils sont extrêmement dangereux. C'est même un euphémisme. 2 questions rapides. 1. Est-ce que Patrick Laine a joué son dernier match dans l'uniforme du Canadien de Montréal? Je pense que Moi aussi, je pense que oui. Parce que quand il sera de retour, il va devoir reprendre son rythme. L'équipe va être ailleurs. Je serais pas surpris aussi qu'on va décider de tourner la page dans son cas. Placer. Je sais que c'est rendu un petit peu compliqué, liste des blessés, tout ça, là, mais on va trouver une façon de un peu l'écarter sans trop l'humilier publiquement, juste faire ça un peu en douceur parce que je le vois pas réintégrer le groupe avec du rythme au mois de février pour de vrai. Là, ça va être trop difficile pour lui. Est-ce qu'il pourrait même être passé dans une transaction pour libérer de la masse, quoi que ce soit, ou tu le passes à un club, je sais pas, comme les Sharks, qui veulent juste finir l'année avec, peu importe, mais je pense que c'est malheureusement fini. Surtout que, veut pas, le Canadien se destine à être une équipe qui voudrait être compétitive. Au final, tu te brûles un chandail. Ouais. Tu veux pas jouer à 11 attaquants. Mais et non. tu voudras pas réintégrer Laine sur la première vague non plus. Non. Il n'y était déjà pas au début de la saison. Le 4e trio est tellement meilleur avec Gallagher que Laine. C'est même pas proche. Fait que tu te retrouves dans une situation où est-ce que je pense que Laine, malheureusement, tout porte à croire que ce sera la fin. Tu as parlé qu'un autre directeur général pourrait se laisser tenter l'année prochaine. Vous êtes ce dit directeur général. Jusqu'à quel montant vous êtes prêt à allonger Patrick Laine un contrat d'1 an? Oh boy. 2 millions. Moi, je te trouve généreux, même. Genre, Ouais. je pense que forcé d'admettre que peut-être que Laine va faire face à ses démons, puis va voir que finalement, sa situation salariale va faire en sorte que s'il veut garder un poste dans la LNH, ça va être du 1 million, peut-être même du minimum. Là. 1 million, hey. Ouais. Honnêtement, je pense que c'est débarque ça. pour un Honnêtement, méchant je pense que c'est ça. 0.7. Ouais, mais je pense que c'est ça pour vrai, tu sais, parce que quand on l'a signé, il était au summum. On l'a jamais signé, soit dit en passant. Non, mais on étant la direction qui l'a fait. C'était les Blue Jackets. Oui. Je vois, c'était ça, les Jackets? Ou c'était Winnipeg avant qu'ils partent? D'après moi, c'est Winnipeg. Je pense que c'est Winnipeg avant Je qu'ils pense partent. que c'est Mais Winnipeg. tu sais,
on s'est assis sur le fait... Je pense que c'est Columbus, excuse-moi. OK, ben c'est ça, on s'est assis sur le fait c'est les Blue Jackets. c'était un joueur de talent qui avait un lancer redoutable. On s'est vraiment fié sur les atouts de son jeu, mais il reste quand même que... on parlait de Gallagher qui était super lent. Patrick Laine, on dirait qu'il a 7 pianos. Là. Genre, dans son lancement. Il est terriblement lent. Puis, si t'es pour acheter un élément de son jeu, t'es pas pour payer cher. Exact. J'avais jamais pris le temps de remarquer. C'était un contrat seulement de 4 ans de Laine. 8,7 millions. J'avais pris pour acquis que ça avait été un contrat de plus long terme qui arrivait à échéance cette saison. Bon, les gars, allons-y avec un autre sujet. Oli, je t'invite à y aller de ton radar de la semaine. Ça va vraiment pas bien pour les Flames de Calgary. Je pense que la vente de feu s'en vient. Là. C'est un club qui est dans la cave puis qui vise probablement Gavin McKenna. Moi, sur mon radar, j'ai Nazem Kadri. Oh! Ça a été rapporté par plusieurs insiders, Pierre Lebrun notamment, qu'il y a plusieurs équipes qui s'intéressent à Nazem Kadri. Il y en a même ajouté par la suite en disant que le Canadien ferait peut-être partie de ces équipes-là qui seraient intéressées à lui. Moi, je veux Nazem Kadri avec le Canadien de Montréal. Ce serait incroyable. Mon cousin libanais avec l'équipe. Je voulais mettre mon chandail de l'équipe du Liban aujourd'hui, mais je le trouve pas. Ah, shit. Mais moi, je pense que ce serait le deuxième centre parfait, capable de produire de l'attaque. Ben oui. Il amène de la grit, de l'expérience, du leadership. Je veux ce gars-là. Pour moi, c'est le deuxième centre pont parfait en attendant que tu trouves la solution à plus long terme. Ouais, le caractère, ça, c'est sûr et certain. Ben oui, Gaucher. il a gagné, il le sait. Là. Il a gagné, il comble un besoin direct du Canadien. Est-ce que le contrat de 7 millions pour encore 3 ans après cette année te fait peur, Oli? Un petit peu. C'est sûr que c'est pas le 7 millions qui me fait peur. Moi, c'est le 3 ans de est-ce que rendu à 37, 38 ans, il va encore performer à la hauteur de Parce que ça. là, il a 35. Il a 35 ans. Il vient juste d'avoir 35 ans. Mais c'est un joueur qui produit encore. Là. L'an passé, 67 points. Il y a 2 ans, 75 points. S'il joue sur une deuxième ligne avec Demidov, il va produire, j'en doute pas. Est-ce que avec le plafond salarial qui augmente, est-ce que dans 2 ans, un deuxième centre, disons, qui te fait 55 points puis qui gagne 7 millions, c'est un si mauvais contrat que ça? Moi, je pense pas. Puis après ça devient juste une question de qu'est-ce que tu voudrais donner parce que je crois que la demande va être très élevée pour Plus Nazem que ce que Kadri. j'aurais pensé, Je honnêtement. pense que oui. Honnêtement, là, la moitié des clubs de la Ligue vont loger des appels d'après moi parce que Mais le luxe d'avoir un bon deuxième centre. tout là, le je monde pense cherche que ça, un bon c'est ça. deuxième centre. Par exemple, Panthers. Ben oui, Panthers aussi, même chose. t'es Panthers. Mais Panthers, premier dans l'Est, on l'oublie Ouais. pas. On l'oublie pas. Non, on l'oublie pas. On l'oubliera Inquiète-toi jamais. pas, on l'oublie pas. Non, mais t'as raison pour Kadri. Puis moi aussi, je l'ai identifié parce que, écoute, je sais qu'il y a bien des gens qui aimeraient avoir Crosby à Montréal. Puis je les comprends parce que c'est un excellent joueur de hockey. Mais ça va coûter bien moins cher que de mettre la main sur Nazem Kadri. Et je pense que Kadri devrait bien vieillir parce que les Flames de Calgary est une équipe qui joue un style qu'on veut pas marquer de but. Ouais. On veut gagner des matchs à bas pointage. Mais au Colorado, ça marchait à fond. Léon, il avait été blessé. Il était revenu durant les séries. Tout le monde... Souvenez-vous de la controverse? Il avait rentré dans Jordan Bennington Oui. et il avait reçu des messages racistes. Ouais. Puis ça avait été vraiment quelque chose. Et il avait répondu au match suivant avec un tour du chapeau. Ouais, Tu sais, c'est il y a du Ima- caractère, Kadri, Imaginez là. dans une série genre contre les Sénateurs ou contre les Leafs, là, se Avec le pogner CH. Ouais. Ah ouais. Ce serait beau, là, se Parce pogner qu'on l'a avec vu, on l'a l'adversaire. vu avec les Leafs. Ouais. Il y en a du caractère, lui. Là. Puis, non, fait que moi, je pense que. Je trouve ça bizarre qu'à chaque fois qu'il y a un nom d'un potentiel deuxième centre, on dirait que chez les partisans du Canadien, c'est jamais bon. C'est jamais assez. De peu importe c'est qui, c'est comme non. On attend le joueur parfait, tu sais, on attend un Tage Thompson, un joueur dans la fleur de l'âge de McTavish, tu sais, quelqu'un de. Mais ça court pas les rues, là. Ce genre de joueur-là est pas échangé très souvent. Si le Canadien veut vraiment un deuxième centre, disons cette année, ils vont devoir se résigner à ce que ce soit un bon vétéran qui ne fera pas 90 points, mais ça va être un joueur très solide qui va apporter son expérience à l'équipe. Prends-tu Kadri ou O'Reilly? Hey, les deux ils ont le même âge en plus. Eh boy, ça, c'est une bonne très bonne question. Moi, je pense question, que, honnêtement, je pense que juste en termes de profondeur, en termes de caractère, moi, je préfère le caractère à Ryan O'Reilly. Il a gagné un Conn Smythe aussi. Il a été Du capitaine. leadership, ouais. Il y a un était meilleur capitaine, contrat il était pas capitaine surtout. encore. Ouais, meilleur contrat.
il peut amener quelque chose de différent, mais je pense que c'est quelque chose qui va s'attacher plus à la philosophie du Canadien qui veut être encore plus comme tough, physique, comparativement à un Kadri que il va l'être, tu sais, ça va être dans les eaux de comme Brendan Gallagher, Juraj Slafkovský, où on va parler, on va chirper, on va être là, mais on va moins passer à l'action, on va moins défendre. Moi, je pense que on s'enligne plus vers quelque chose de concret avec Ryan O'Reilly, mais j'aime le talent de Kadri. Les deux, c'est une bonne option. Puis tu sais, Kadri, je comprends, là, c'est 7 millions pour encore 3 ans après cette année. Mais le rachat est une option qui devrait être envisagée pour le Canadien dans le pire des scénarios. Ouais. Parce qu'on a une saine gestion financière. Advenant qu'on fait son acquisition cette année, c'est une catastrophe puis qu'on veut le racheter déjà de cette année. On parle de 3,2 millions pendant 1 an et après, c'est 2,2 millions pendant 5 ans. Ouais. Et ça, c'est cette année, là. Ben oui. Plus que tu avances dans le contrat, plus que ce montant-là a un impact qui diminue en termes d'années et en termes salarial. Et le Canadien, on parle d'une équipe qui a une très bonne gestion financière et un plafond qui va avoisiner le 104 millions, peut-être 107, éventuellement 113, éventuellement 120. Fait que moi, j'aurais pas de problème à prendre des risques parce que la fenêtre du Canadien, je pense qu'elle est ouverte. Mais c'est une mini craque. Mais si tu fais l'acquisition d'un centre de deuxième trio qui est capable de contribuer, eh bien là, cette craque-là, elle devient de plus en plus grande. Pas nécessairement que je mettrais à ma maison que le Canadien va gagner la Coupe Stanley, mais on devient clairement un joueur. On devient une équipe qui a une chance réelle de faire un bon bout de chemin. Parce que tu sais, ça reste que rendu en série, c'est beau les jeunes, mais t'as besoin de vétérans aussi. Là. Ouais. La Coupe Stanley, ça se gagne pas avec des joueurs de 20, 21, 22 ans. C'est un trophée qui se gagne avec de l'expérience. Souvent, les équipes qui gagnent la Coupe sont parmi les plus vieilles de la LNH. C'est souvent ça, tu gagnes ça avec des vieux joueurs et quelques jeunes qui vont complémenter. Le Canadien, c'est un peu l'inverse présentement. Fait que si tu veux avoir une chance de vraiment faire un bon bout de chemin en série, ça va te prendre, pour moi, 2-3 vétérans de plus pour de vrai, pour bien solidifier l'alignement. Là. Ouais, puis il y en a encore de la place. Un trio de soutien, là, on peut aller ajouter quelqu'un en tout respect pour Joe Veleno, là, mais il y a moyen d'aller chercher ce genre de transaction-là qu'on voit abondamment à la date limite là, contre un 3e ou un 4e choix. Là, puis viens-t'en ici, mon ami. Là. Même un 6e défenseur à la limite, là, c'est rien contre Jacky puis Struble. Puis t'as Goulet qui est souvent blessé, fait que ça à prendre en compte, mais un solide 6e défenseur, peut-être même un droitier, ça pourrait faire du bien aussi. Mais là. il est peut-être un peu tôt pour appuyer à fond sur l'accélérateur. Ouais. Tu veux pas échanger 6 choix au repêchage à la date limite. Tout ce qu'on dit, c'est que si l'opportunité est là pour un joueur qui pourrait contribuer, pas seulement un joueur de location, du moins dépendamment du prix, ben là, il y a peut-être moyen de le faire. Un joueur de location pour un choix de 4e tour, on s'en fout, mais pour un choix important ou un espoir important, peut-être autre chose. Mais ça sera éventuellement à négocier dans le cas de Kent Hughes. Mais une chose est certaine, si le Canadien est en bonne posture à la date limite, ben il va falloir commencer à y vouloir y aller. Les gars, on va rester avec les Flames de Calgary. Je ne sais pas si vous avez vu les commentaires de Dustin Wolf. Oui. Après une autre contre-performance des Flames où on n'arrivait pas à inscrire des buts, le gardien de but est sorti publiquement, il a dit « Moi, je peux pas générer de l'attaque. » Écoute, c'est sûr que ma job, c'est pas ça, mais il a un peu envoyé par le fait même ses coéquipiers en dessous de l'autobus. Ça a vraiment pas l'air de tourner rond là, en Alberta. Non, exact. Puis, si on se fiait aux résultats des matchs qui précédaient là, ces commentaires-là, c'était du 4, du 5, du 6 à 1. C'était vraiment difficile. Puis dans cette entrevue-là, Dustin Wolf qui disait que j'essaie de donner la meilleure chance à mon équipe de gagner naturellement. On l'a vu contre le Canadien, ce gardien-là est super athlétique. Il est capable de bien localiser la rondelle, mais encore une fois, on met beaucoup de pression sur un jeune gardien de but qui vient d'arriver dans la Ligue nationale, même si ça fait longtemps qu'il joue au hockey professionnel. Lui, il a fait ses rangs dans la Ligue américaine avant de monter finalement. Je trouve que c'est un peu précipité comme commentaire au statut qu'il a présentement. Mais je comprends sa frustration. C'est le meilleur joueur de l'équipe. Oui, mais je comprends sa frustration. Mais est-ce que tu verrais une recrue dire ça à sa 2e année dans la Ligue nationale? Non. Mais je pense que ça montre à quel point ça va pas. Là. Mais il veut gagner. 24 buts en 11 matchs. Il marque à peine 2 buts par match. T'as beau être le meilleur gardien de la Ligue, tu vas en donner 3 un match sur 2. Là. Fait que non, c'est pas facile du côté des Flames. Puis là, en plus, le coach cette semaine, Ryan Oska, il a benché Matthew Coronato, qui est un des bons espoirs. Un des seuls bons jeunes dans cette équipe-là, en prétextant qu'il essaie trop. Il essaie trop de forcer les choses. Il se donne trop. Il faut qu'il prenne un pas de recul
OK, c'est un peu bizarre. Ben, c'est la solution facile. Tu essaies de donner un électrochoc à ton vestiaire en benchant le jeune. Ouais. La journée que tu vas bencher Huberdeau, ben là, tu vas voir que ça va pas mal plus faire trembler les colonnes du temple. Mais au final, bencher Mathieu Coronato, je pense pas que c'est tant. Je suis pas les Flames au quotidien, mais je pense pas que c'est tant visé vers lui. Je pense que c'est comme plus un avertissement à tout le monde, réveillez-vous. Là. Ouais. En plus, il a signé de gros contrats, lui, récemment. Ouais, il a Coronato, signé en plus. cet été. Ouais. Le contrat à Huberdeau, ça les a complètement. Pardonnez-moi mon langage, mais ça les a complètement fourrés. Là. Comme cette équipe-là, si elle avait pas ce mauvais contrat-là en ce moment, il serait pas dans la même posture où il Pas pourrait du tout. accepter, OK, on part en reconstruction. Mais Ben, c'est que c'est pas juste le contrat. C'est le contrat d'Huberdeau, le contrat de Kadri, l'acquisition de Uyghur, et tu laisses partir Monahan en le payant pour qu'il quitte. C'est toute cette combinaison-là. Ouais. Et à travers ça, c'est Mathieu Ketchuk qui quitte. Oui, OK, Johnny Gaudreau, on le sait tous qu'il a peut-être fait faux bond à l'équipe et il a décidé de ne pas re-signer puis il l'avait pas vu venir du côté de Calgary, mais ça a été une accumulation de mauvaises décisions et tu te retrouves dans la situation aujourd'hui que les Flames sont au dernier rang de la Ligue nationale de hockey. Là. Non, c'est épouvantable. Puis cette gestion-là, ça part de plusieurs choses, mais ça part aussi de peut-être une vision qui a été erronée aussi. On dirait que, un peu comme les Leafs, je trouve qu'ils sont dans une situation où on a essayé de se fier sur des piliers, entre guillemets, qui pouvaient vraiment amener l'équipe à un autre niveau. On a décidé de prendre des risques aussi, puis finalement, ça marche pas. un nom, Brad Treliving. Ouais, Dans les deux cas, c'est lui. Exact, t'as 100% raison. Autant à Calgary, les mouvements que tu as parlé, qu'autant toi, Hugo, avec les Leafs, c'est lui qui est derrière tout ça. Ouais. Oui, je sais, mais il y a quand même une bonne partie que c'est Dubas aussi à Toronto. Oui. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, je pense que la vision d'un DG puis le type de joueur qu'on recherche va rester la même partout où il passe, ce DG-là. Puis malheureusement, les Flames en ce moment sont dans une situation où ils sont un peu mal pris pour quelques années. Ils n'auront pas le choix de vendre. Ouais. Puis après ça, rebâtir. Une chose par contre, si je fais l'avocat du diable une seconde, dans le cas de Dawson Wolf, il dit si je peux pas générer l'attaque, est-ce que c'est possible que sa réponse, elle est plus naïve et qu'au Peut-être final, aussi. quand les journalistes lui demandent hey, vous marquez pas de beaucoup de buts, il répond ça dans le sens allez poser ces questions-là à quelqu'un d'autre. Moi, Ouais, je ça me se peut concentre sur arrêter les rondelles. Je peux pas être celui qui marque des buts, arrêter de me parler des problèmes à l'attaque de l'équipe. Je suis juste le gardien. Est-ce que ça se peut que ce soit qu'il a été mal interprété? Ça se pourrait. Sincèrement, ça se pourrait. Mais il se passe des affaires bizarres pour de vrai à Calgary. Puis ça date pas d'hier. Là. Tu sais, même rappelez-vous, il y a quelques années, Daryl Sutter, la façon dont il avait traité Jacob Pelletier dans les médias. Il l'appelait par son numéro. Ouais, c'était pas son il faisait numéro. semblant de Il pas savait connaître pas son c'était quoi son nom. numéro. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'était... Il y a quelque chose de bizarre qui brasse là-bas. On n'est pas capable d'avoir des lumières pour un match de hockey. Tu sais, c'est comme... Ouais, mais Saddle Dome, là, Ça, comment c'était ça pas commence? fort. Est-ce que vous mettez ça dans la même catégorie que Nassau? Moi, oui. Là, tu sais, Saddle Dome, ça commence à on être est en train dans les d'atteindre vieux ce arénas. statut-là, hein, je pense. Ouais, exactement. Mais tu J'ai sais, vu des vidéos là, des journalistes qui doivent passer comme pour aller à la galerie de presse, là, puis ils marchent sur l'écran géant, comme dans un corridor Ouais, qui est c'est gros, comme... en tout C'est cas, super restreint, ouais. C'est vétuste. Ouais, effectivement. Hey, parlant de gardien, les gars, avez-vous vu la non-bagarre entre Linus Solmark et Charlie Lindgren? Let them fight! Ah, là, Hey, ça a l'air come que- on! là. Ben Pour oui, le ben oui. show, tu sais, Pourquoi la Ligue pas? nationale de hockey, on faisait des blagues en ouverture là, avec le Frozen Frenzy, puis qu'on veut donc se démarquer, puis on a donc... Fait que là, on fait ça en pleine série mondiale, puis en pleine saison de basket. Mais Colin, un combat de gardien, je m'excuse, c'est instantanément viral, là. C'est sûr. Ben oui. Et ça fait parler de ton produit. Ben oui. Surtout aux États-Unis, c'est ça qui vend. là. C'est les combats. Les gens ils ont tripé sur les 4 nations à cause de comment les Kachuk ont réagi. Je pense qu'on a tout en tête des combats de gardiens qui nous ont marqués. Là. Ben Carey oui, Price, ben puis oui. Tim Thomas. Ben oui, puis, ben oui. Hey, quand Ron Martin Armstrong a Biron. sauté dans le tas, Martin Biron. Avec on Ray a- Emery. Avec Ray Ouais, Emery. puis Andrew Peters après. Ouais, Andrew Peters après, ouais. Ah ouais, puis évidemment, les combats de Justin Patrick Peters. Roy. Justin Peters, Andrew Peters. Je m'en sais pas. Pas mal sûr, c'est Andrew, Andrew Peters. Peters. Ouais, pas mal Ok, sûr, c'est Andrew. excuse-moi. Pas de stress. Ça, tu me fais douter, mais je suis pas mal sûr que Ouais. c'est Andrew Peters. Mais il y en a plein, là, des combats. Patrick Roy puis Chris Ben oui. Osgood. Ben Et oui, Mike ben oui. Vernon. Exact. Non, c'est sûr, mais les combats de gardiens, ça aura toujours un effet wow. C'est cool. Hein? Ben, c'est cool parce que les gardiens, on les voit pas, leur Non. personnalité. Puis là, de plus en plus, on se retrouve à avoir des gardiens dans la ligue qui en ont. Tu sais, pensez juste à Jacob Debesch, là, qui aime ça chirper dans les arrêts de Ah, jeu. moi, puis que-
Je suis prêt à TV parier timeout. qu'il va se battre au moins une fois dans sa carrière. J'espère. Fleury avait fait se battre avec Bennington. Ouais, il était comme, moi, je veux. Il était Mikey, là, puis il Ouais. était comme non, let me go. Il voulait ouais. finir sa carrière Let me avec go. un combat. Bennington, c'est un c'en a méchant un autre, malade. ça avec. Ouais, Ça- Bennington. ça- Bennington, tous ça a l'air en d'un sacré tabarouette. moineau. Ouais. Ouais. En tout cas, moi, je trouve que la Ligue nationale de hockey fait fausse route. T'as Ben deux oui. gardiens de but. Écoute, Hallmark a traversé la glace. Il est rendu de l'autre bord. Il a fait Lindgren l'effort. a déjà le nez dans le trafic. Ouais. Tu regardes, écoute. Puis, hey, anyway, c'est jamais des héros combat. Là. Ben non. Ben c'est non. tout le temps, genre, sont un peu pognés, un peu Ils sont comme pas moi, bons, mon micro. Là. Juste Ben ton non. équipement, ça te donne pas la place C'est ça. de vraiment T'sais, avoir un bon wingspan. Tu Price, peux pas l'accrocher. Price contre Thomas. Je sais même pas s'il y a un coup qui a été. Ben non, ce sont juste swingés, là. C'est une balance, pas une balançon, mais un carrousel. Et dernièrement, en plus, je suis tombé sur une vidéo, c'était sur Twitter. C'était Tim Thomas qui se battait contre Mika Kiprusoff en Finlande. Hein? Aïe, aïe. Genre en 98, Tim Thomas a droppé avec Kiprusoff en Finlande. C'est bon, Ça n'a ça. pas rapport, ce gars-là est incroyable. C'est donc vrai. Je l'adore, man. C'est rien, ça fait Vizina. Quand même. Ouais. Ouais. Qui le 30 cru points de ici. par son style unorthodoxe? Hey, un autre gardien qui a connu toute une carrière. Hugo, tu veux nous en glisser un mot sur Joe Quick? Ben ouais, Joe Quick, je lui pose la question, les gars, mais il a eu son 64e blanchissage à son dernier départ. Ça a été assez impressionnant. Est-ce que Jonathan Quick, selon vous, est dans les meilleurs, sinon le meilleur gardien américain de tous les temps? Je veux dire, 2 Coupes Stanley, un Conn Smythe, 64 blanchissages, des représentations aux Jeux Olympiques. On pense quoi de ça? Moi, écoute, je le trouve encore super épatant. Il y a quoi? Il y a 38, là? 37, 38, Jonathan Quick, là? Ah, puis Dieu sait que les Kings pensaient qu'il était fini. Exactement. Et Puis il a tellement rebondi. là, j'ai dit 2, mais il y a 3 coupes en tant que backup avec les Golden Knights aussi. Donc, vraiment, C'est le gardien américain le plus victorieux de De l'histoire l'histoire. de la Ligue. Ouais. Est-ce que c'est le meilleur de 406 l'histoire? victoires. Moi, j'avais un super gros débat là, l'an passé dans le Tailgate Weekend avec Greg. Parce que, tu sais, malgré tout le pedigree que vous nommez, moi, je considère pas que Jonathan Quick fait partie des grands gardiens de sa génération. Non, mais il y a une différence si on rentre juste les Américains, par contre. Ah ouais, là, je parle dans l'histoire Dans des, l'histoire des Américains. gardiens américains. Tu sais, il y a eu John Van Beesbrook, il y a eu Mike Richter, Ryan Miller. Miller. tu sais. Moi Ah, aussi. il est de loin le plus grand. Moi, je pense pas que c'est un. Tu sais, il est pas dans les Price, Lundqvist, Vasilevski, Bobrovski. là. Non, puis dans une couple d'années, je pense que Connor et Buck va supplanter de loin Ouais, le meilleur ouais, gardien de but ouais. américain. Ouais. Ça va être lui là, qui va être considéré T'sais, numéro 1 devant Faut Joe. y donner Quick, il était clutch, mais c'était pas comme. Il y avait un style différent Il aussi. était croche. Il était Ouais. clair. Il était croche. Il était chanceux. Non, t'es pas chanceux. C'est un style qui est comme pas nécessairement enseigné. Non. T'sais, il goalait non. très petit, très bas, mais avec des super bons Gardien réflexes. d'instinct. Exact. Ouais, exact. Ça a fonctionné pour lui. Ouais. Je l'enseignerai pas à tout le monde, par contre. Non, c'est ça. Dustin Wolf, c'est son idole. Moi, j'ai toujours eu un penchant pour Ryan Miller. Je le trouvais très Ah, il était Il très est bon. très bon. solide, Avec en les Sabres, là, confiance. il était très Ouais, bon. ouais, vraiment. Pour vrai, c'est ça. En tout cas, la question se pose. Intéressant. C'est une bonne question. Bon, je vais y aller, les gars, avec mon radar. Je veux donner un peu d'amour aux Penguins de Pittsburgh. Puis, je l'avais vraiment pas vu venir. Je pense encore que ce n'est pas une bonne équipe. Et je pense encore qu'éventuellement, ils vont piquer du nez. Mais je me réjouis de leur début de saison parce qu'ils s'éloignent un peu d'un haut choix au repêchage. Et c'est rien contre la franchise. Mais à un moment donné, tu as eu Mario Lemieux, tu as eu Sidney Crosby, tu as eu Evgeny Malkin, tu as eu des grands joueurs. Tu as même repêché Marc-André Fleury aussi premier. Tu as eu des grands joueurs. Il y a quelque chose en dedans de moi qui serait un peu fâché, un peu le même sentiment que j'avais eu quand Bédard était débarqué à Chicago, si on met la main sur Gavin McKenna. Ben oui. Fait que chapeau aux Pingouins, chapeau à Dan Hughes, chapeau à ce groupe de vétérans. Malkin, Crosby, Carlson, ils ont tous une super bonne saison. Ouais. Puis en même temps, je pense pas que ça va nécessairement perdurer. Fait que s'ils tombent dans le mushy middle, puis finalement ils ratent les séries de 7-8 points, mais qu'ils sont pas très bien placés pour la loterie, honnêtement, moi, ça fait mon affaire. Et Justin Brazeau a 12 points en 11 matchs. Là. Tu sais, Incroyable. je Ah, pense ça, que c'est fou, ça. Je suis pas sûr que les vieux non plus, ils respectent, tu sais, avec respect, les vieux, là, ils vont avoir le gaz encore pour faire ça pendant l'hiver. Là. Exact. Tu sais, ils jouent un peu au-dessus de leurs moyens présentement, les Pingouins. Puis je pense que Dan Hughes, il est arrivé, puis il a essayé vraiment de bien motiver les joueurs, puis avoir un peu la mentalité de le monde est contre nous. Mais est-ce que tu peux vraiment faire ça sur toute l'année? Non. Ils ont pas une grosse profondeur. Non, puis tu parles quand même d'une équipe que c'était Arthur Shilovs, là, leur premier gardien pour le premier match. Tu sais, je pense que Ouais.
il y a une certaine ambivalence à ce niveau-là. Tristan Jarry va sûrement se blesser à un moment donné. C'est ça, tu sais. Mais on parle quand même d'une équipe qui, tout l'été, s'est fait rabrouer les oreilles en se faisant dire hey, vous êtes pas bon. C'est vrai. Vous êtes trop vieux. Puis on l'a vu avec Tom Brady dans un autre sport, tu sais. Quand tu te fais constamment dire ça, puis tu es un athlète d'exception comme Crosby, puis j'inclus même Malkin, à un moment donné, écoute, ça te vient fâche. piquer dans ton orgueil. Puis pendant une courte période, tu es capable d'aller donner un deuxième effort. C'est une autre chose, par contre, de le faire pendant une saison complète. Ouais. Mais au moment où on se parle, Malkin, 16 points en 11 matchs. Crosby, 15 points en 11 matchs. Carlson, 9 points en 11 matchs. Même Brazo et Manta, ça va très bien. C'est difficile de ne pas admirer ce que les Pingouins ont été capables d'accomplir depuis le début de la Est-ce que saison. c'est la surprise de la saison jusqu'à maintenant, vous pensez? Pour moi, Ben c'est la oui. plus grande surprise. Ben oui. Ouais. Parce que même, tu sais, les Wings ont un bon départ aussi, mais je pense pas que les Red Wings aussi, ça va se tenir. Peut-être que oui, tu sais, on a des surprises. Hamid Fini est incroyable en ce moment, 9 points, je pense, 10 points. Mais je pense que c'est avec une autre équipe que la cadence, elle va baisser tranquillement. Moi, c'est les Blackhawks, ma surprise. Parce que les Blackhawks, je m'attendais vraiment à ce qu'ils soient dans la cave avec les Sharks. Puis, ils ont 12 points en 10 matchs, ils sont en série en ce moment. Eux non plus, je suis pas sûr que ça va durer, mais moi, en tout cas. Il y a plus de chances que ça dure avec les Hawks que ça dure avec les Pingouins dans ma tête. Ouais, je suis d'accord. Ouais, parce qu'il y a du potentiel. Là. La jeunesse est quand même bonne là-bas. Là. Puis ça, oui, mais dans un sens, Cal Dubas ne fera pas des moves d'acheteur. Non. Cal Dubas n'essaiera pas d'aider son c'est équipe. sûr, Tandis ça. que Carl Davidson, Il pourrait. peut-être qu'il pourrait se dire Colin, si Ça j'ai va bien. une opportunité d'entourer un peu plus puis de juste mettre une bûche de plus dans le foyer parce que tu as une équipe qui est en train de monter la montagne puis tu as une équipe qui s'accroche pour pas la débouler. Là. Fait- Mais je pense qu'il le fait tranquillement aussi. Tu sais, il a acheté quelques pièces. Nick Foligno, là, cette année, Andrei Burakovsky. Tu sais, c'est quand même des gars qui ont de l'expérience dans la Ligue nationale, en tout cas, qui se greffent bien au système de jeu de certains joueurs présentement. Puis c'est intéressant, là, honnêtement. Parce qu'une autre équipe. Ouais, vas-y. Non, mais avant qu'on parle d'une autre équipe, qu'est-ce que vous avez pensé de la transaction de Lucas Reichel? Moi, en tout cas. Je trouvais qu'ils n'ont pas un très gros retour là, pour un gars qui, à un certain moment donné, c'était le exact. meilleur espoir de Exact. l'organisation. Puis, j'ai jamais vraiment compris ce qui s'est passé avec lui. Là. Il était vraiment bien vu, Lucas Reichel. Puis, on l'a pratiquement donné aux Canucks là, pour un choix de 4. Choix de 4. Trop d'aller-retour Mais avec la Ligue américaine, je pense. Mais c'est ça le point. L'année de Connor Bedard, on voulait tellement couler que Reichel avait une excellente saison Ouais. et on l'a renvoyé dans la Ligue américaine parce que c'est comme s'il venait un peu bousiller notre plan. Tu fais pas ça avec un jeune. Exact. Tu joues pas au yo-yo avec un espoir. On l'a renvoyé en bas et finalement, ça l'a complètement déboussolé, si bien qu'aujourd'hui, ben, il évolue avec les Canucks de Vancouver. Tu sais, cette année-là auquel je fais référence, Il y a là, 23 points, je pense. il y avait eu 15 points en 23 matchs. 15 points en 23 matchs. Tu sais, c'est très bon, là. Mais Ben là, oui. tu le donnes pour un choix de 4. Cette année, il y avait quand même 4 points en 5 matchs. Il s'est passé quelque chose avec Lucas Reichel. C'est dur à... C'est bizarre, mais tu sais, t'as comme. Ça arrive souvent, là, ces jeunes joueurs-là qui sont un peu sur la bulle, LNH, Ligue américaine, un peu de la misère à trouver leur chaise. Tu sais, Hotman avec les Rangers, c'est un peu la même chose. Situation un peu Hendrix différente. Lapierre. Hendrix Lapierre. Même dans une certaine mesure, Joshua Roy avec le Canadien. Ouais, mais c'est pas le même Différent, statut. moins, tu sais, c'est pas un choix de premier tour, etc., etc. Je pense que Joshua Roy s'est fait donner beaucoup de chance, il les a pas saisis. Je suis pas assez de près, disons, les Blackhawks pour y aller dans ces nuances-là, mais t'as beaucoup de ces joueurs-là qui ont du talent, mais ils ont de la misère un peu à s'établir, puis on dirait que le va-et-vient constant, Ligue américaine, LNH, c'est pas bon pour eux. Là. Sauf que j'ai juste nuancé un peu ton point. Je pense que Reichel s'était établi. C'est ça l'affaire. Je pense qu'on lui a juste mis les bâtons dans les roues beaucoup trop tôt parce qu'il semblait à l'aise. Ouais. Tu sais, il y avait quand même quasiment un point par match tout le temps. Il y avait quand même un bon rythme. Ah, il y a eu 2 mauvaises Tu saisons. sais, 23-24, ouais, par il y a après. 16 points à 65, puis après ça, 22 points à 70. Ouais, c'est ça, mais ça a été par après. Là. Par après, ouais. Exact. Fait, Ouais. c'est ça. On a complètement brisé son rythme, mais je pense pas que c'était un cas de on n'est pas assez bon pour la Ligue. Parce que lui, il a brûlé la Ligue américaine à 19 ans. Il était plus qu'un point par match dans la Ligue américaine. C'est ça. Faut le faire quand même. Là. Ah oui, non, c'est ça, je te dis, c'est ça qui est fascinant. Et tu le dis à juste titre. C'était considéré comme le meilleur espoir des Blackhawks. À fond. Et là, on s'attendait à ce qu'une combinaison Bédard-Reichel fasse la pluie et le beau temps. Puis moi, le premier à Chicago, où j'avais de grandes aspirations. Puis là, non seulement tu jettes la serviette sur un jeune de 23 ans, tu te contentes d'un maigre choix de 4e tour. Ouais. Personne à travers la Ligue nationale de hockey
a voulu miser plus qu'un 4e choix. Ouais, ça, c'est fou. Tu sais, Ça. c'est comme, il y a quelque chose, je pense qu'on n'est pas au courant de tout dans cette c'est histoire-là. sûr. Il y a Anguille sous roche. Anguille sur roche. Très bien dit. Très bien dit. Est-ce roche ton mot? Est-ce anguille? Est-ce anguille? Non. On aura la réponse À la voir. semaine prochaine. À voir. Est-ce que tu avais une autre surprise, Ali, que tu voulais nous mentionner? Ben moi, j'allais dire, Utah, pour moi, c'est même pas une surprise. Oui, je sais qu'ils performent vraiment bien, mais êtes-vous vraiment surpris de voir cette équipe-là décoller? Pas moi, personnellement. Il était temps. T'sais, je m'y attendais. Ben, il est à temps, ça fait pas 3 ans, mais ça fait 2 ans que je pense qu'ils ont des chances légitimes de faire les séries. À un moment donné, il faut que tu y arrives. Là. Ouais, mais là, à un moment donné, les gars, ils vieillissent, puis il y a des jeunes qui s'accumulent, mais ils ont vraiment un corps super intéressant de gars entre, disons, 20, 22, 23 ans. Nick Schmaltz, je sais pas si c'est encore le cas, mais il y a quelques jours, c'était le meilleur pointeur de la LNH. Ouais. Clayton Keller, André Tourigny fait une super bonne job comme coach. Moi, Utah, là, sont premiers encore de leur division. Je tombe pas en bas de ma chaise s'ils terminent dans les 3 premiers à la fin de la saison. Non, ça me surprendrait pas du tout. Je pense que De la Ligue? De leur division. Ah, de leur Ouais. division, excuse-moi. Mais je pense que c'est une bonne recette de succès Utah dans le sens qu'on est allé greffer du monde quand même intéressant. La transaction de J.J. Peterka, tu sais, je pense pas que Michael Kesselring faisait l'unanimité comme étant quelqu'un. Excuse, ça m'a fait rire. C'est ça qui m'a fait rire. Faut comprendre que c'est pas un studio de podcast, disons, Très normal ici, sonorisé. Et sonorisé, Puis qu'on exact. entend des patrons crier à travers. Et voilà. Mais non, c'est ça ce que je dis. Des patrons, c'est Des pas patrons, ouais, c'est ça, non, le c'est mot, important. c'était parfait. Mais non, c'est ça, tu sais, Kesselring ne faisait pas l'unanimité. Je pense que, tu sais, J.J. Peterka va grandement aider le Mammoth, mais aussi Mikhail Sergachev, tu sais, c'est des éléments importants qui peuvent amener le club ailleurs, mais il y a aussi un beau vote de confiance par rapport aux jeunes. Dylan Gunter est en train de bien se développer présentement. On a ajouté des éléments quand même assez intéressants, Daniel Butz, Simachev, mais on a aussi beaucoup de confiance envers nos gardiens de but aussi. Ouais. Tu sais, Ben, on a Connor- laissé partir Ingram. c'est ça, Connor Ingram qui était le gars de confiance, finalement, Karel Vejmelka, c'est toi qui vas avoir la majorité des départs cette année. On t'a donné un bon backup. Vitek Vanecek qui a gagné la Coupe Stanley. Il sait comment gagner. Je pense qu'il y a une culture, très bonne culture, qui s'est installée avec les nouveaux arrivants dans l'équipe. Moi, ce qui me fascine dans le cas de Utah, c'est il y a des gens, encore une fois ici à la station, qui avaient capoté sur le contrat de Dylan Gunter en disant que c'était beaucoup trop d'argent à un jeune. Dylan Gunter gagne 7,1 millions jusqu'en 2033. C'est C'est un malade. vol déjà. C'est Un un vol vol. déjà, ouais, exact. La masse salariale du Mammouth, elle est incroyable. J.J. Peterka, encore 5 ans à 7 millions. Clayton Keller est encore sous contrat pendant 3 ans à 7,1 millions. Je viens de parler de Ça aussi, c'est un Gunter. vol. Jack McBain, que moi j'adore personnellement dans un rôle de soutien, 4,2 millions pour encore plusieurs années. Logan Cooley, c'est-tu le mieux payé maintenant? Oui, c'est Ouais. de loin le mieux payé. C'est Ok. le seul qui est dans les 10 millions et plus. Ok. On y arrive à la fin. Mikhail Sergachev, 8,5 millions. Une belle transaction, ça, pour le Mammouth. Qui Ouais, ils n'ont pas donné grand-chose, soyons honnêtes. là. Ben, Ben, Geeky, il s'était avancé pour lui, puis J.J. Moser. Mais Ouais. écoute, ils ont tiré profit d'une faiblesse du côté du Lightning. Puis Ouais. Les échanges de même, souvent, c'est. Si t'as le meilleur joueur, c'est toi qui risques de gagner cette transaction-là. là. Tu sais, On s'entend, c'est un joueur quand même élite qui a été échangé pour des joueurs de profondeur. là. un gars de 27 ans. Ouais, mais Connor Geeky, écoute, là, c'est quand même un espoir qui était très bien coté, Ouais. repêché très haut. Ouais. Je répète, le Mammouth, les Coyotes s'étaient avancés pour aller le chercher au Ouais. repêchage. Je pense qu'ils l'avaient en haute estime. Puis du côté de Julien Brisebois, ben écoute, à un moment donné, t'as pas le choix de te rajeunir, sinon tu frappes le mur, puis là, tu tombes en reconstruction. Tu Ouais. veux un peu te rafraîchir, puis c'est Sergachev qui avait passé dans le tordeur. Mais tout ça pour dire que Utah ont une super belle masse salariale, ont encore plein de jeunes qui s'en viennent, ont plein de choix. Au prochain encan, 3 choix de 2, 2 choix de 3. Tu sais, c'est intéressant. Et là, en plus, Hugo, on rajoute le contrat de Logan Cooley à 10 millions. Oui, exactement. Tu sais, encore une fois, c'est être capable de créer l'équilibre. Puis avec un coach comme André Tourigny qui est capable de bien saisir ses outils et faire de quoi avec ça, c'est vraiment génial de voir ça. Le marché est bon aussi. Tu sais, la réception, puis on en parlait au dernier épisode, la réception d'avoir une nouvelle équipe de hockey, les partisans qui sont là, on sent la frénésie du sport à Salt Lake. Tout est bénéfique en ce moment pour le succès du Mammoth. Puis c'est chouette de le voir aller. Puis Logan Cooley, c'est un beau vote de confiance.
Puis c'est la bougie d'allumage offensivement là, en ce moment. Là. Finalement, on retrouve vraiment le Logan Cooley qu'on voulait. Son temps d'adaptation a été très court, mais là, il est à la vitesse de la LNH et il domine. Là. C'est un gars qui va faire 90 points par année pendant toute sa carrière. Là. Honnêtement. Je comprends les gens qui font l'argument en disant je préfère lui par rapport à Slav. Moi, je préfère Slav. Je trouve que à cause de ce qu'il apporte d'un point de vue robustesse, mais j'ai aucun problème avec quelqu'un qui me dit moi, je préfère avoir Cooley dans mon équipe parce qu'il va plus produire. Oui. Si je suis le Canadien de Montréal, puis tu me dis que tu préfères Slafkovsky par rapport à Cooley, j'achète. Parce que Nick Suzuki est petit, Cole Caulfield est petit, Ivan Demidov est petit. J'ai déjà un corps de petits joueurs. Cooley n'est pas le plus gros à 6 pieds, 190. Si on met tous les joueurs dans un chapeau et on bâtit des formations from scratch, là, je prendrais Logan Cooley pour bâtir autour de lui. Mm-hmm. Moi, je ferais cette nuance-là. Je sais pas, vraiment, Slav a quand même le potentiel d'être une licorne. C'est un joueur 6 pieds 4, 220 livres, il est puissant. Ça court pas les rues, les joueurs comme ça. Là. Ouais, Quand tu as la chance d'en avoir un, prends la chance. Je suis d'accord avec ça. Par contre, talent-wise, c'est... Skill-wise. Ah ouais, skill-wise, c'est ça. Ça, tu sais, Logan Cooley, c'est pas mal une pierre angulaire. Tu sais, c'est pas mal un rythme intéressant et je pense que, désolé, il amène de mon point, je pense que si c'était pas du fait que le Canadien avait déjà un Nick Suzuki puis un Cole Caulfield de talent qu'on allait construire autour, ça aurait pu être vraiment intéressant. En séries éliminatoires, qui est-ce que vous pensez à terme aura un plus gros impact? Slav ou Cooley? Ben, Slav est fait sur mesure pour les séries. Oui, c'est un gars de série. mais c'est parce que le Canadien, encore une fois, Cooley se serait retrouvé derrière Suzuki. Mais si ton équipe, elle est bâtie en fonction que c'est Logan Cooley qui est ton numéro 1, je suis pas prêt à dire que Logan Cooley aurait un impact moindre par rapport à Slafkovsky en série. Puis il a bien beau être 6-4, Slafkovsky. La journée qu'il pourra enchaîner 30 rencontres de suite, ou est-ce qu'il joue comme un gars de 6 pieds 4, on s'en reparlera pour l'instant. Il a le coffre à outils, mais parfois, il ne s'en sert pas. T'es encore jeune. On n'abandonne pas sur Slafkovsky. Ben non, au contraire. T'sais, honnêtement, c'est la question, elle se pose, puis il faudra se la reposer dans 2-3 ans. Mais pour l'instant, j'ai moins d'interrogations avec Cooley qu'avec Slafkovsky. Mais mettons, t'es les Sharks en 2022, puis c'est toi qui as le premier show au total, tu prends Logan Cooley avant Juraj Slafkovsky, selon moi. En 2022? Moi, je pense que oui. Parce que t'as rien. Tu sais, ils ont pris Macklin Celebrini parce qu'il y avait besoin de quelqu'un pour bâtir une franchise. Puis au moment... Mais en même temps, Logan Cooley à Utah, la franchise n'est pas bâtie autour de lui. Là. Non, mais il y avait déjà Clayton Tranquillement, Keller. de plus en plus, mais là, ça va être ça. Là. Tandis que le Canadien, peu importe, ça serait jamais Logan Cooley ton go-to guy. Là. Mais je comprends ton point de... Le fait que c'était genre Clayton Keller, le gars. C'était Nick Schmaltz au début. Taylor Gunter, il est aussi important à cette équipe-là que Logan Cooley. Mais il va pas produire autant que Logan Cooley. Moi, je prendrais Cooley avant Gunter. Moi aussi, mais pas de beaucoup. Là. Non. Là, vous faites comme si Logan Cooley, c'est Connor Bedard ou Michael Celebrini. Non, pas du tout. C'est pas ça qu'on dit, mais pas du tout. C'est comme est-ce que c'est Slafkovsky, vraiment... Eric Lindros. Là. Est-ce que c'est vraiment un premier centre top 15, un futur premier centre, disons, top 12-15 dans la LNH Logan Cooley? Non. Mais Slafkovsky, tu le places où? Dans tes alliés? Ouais. Ben, éventuellement, je pense que c'est un gars qui peut avoir un impact, je veux pas dire à la Mikko Rantanen, mais juste la coche d'en dessous. Là. Il pourra devenir, éventuellement, il va être un des très bons attaquants de puissance de la LNH. Mais jamais en production de points. Si on veut évaluer comme il faut le travail de Slafkovsky, il faudra arrêter de regarder les points. Je pense que Slafkovsky va avoir un plafond qui va ressembler plus à Tom Wilson qu'à Mikko Rantanen. En termes de points? Bon, en termes de production, mais en termes d'implication aussi. Il est déjà en ce moment, il est sur un rythme d'une saison de 37 buts. Là. Puis je vous rappelle, il y a 21 ans, Juraj Slafkovsky. C'est vrai. Non, je sais. Écoute, encore une fois, là, c'est un excellent joueur. Je suis très content que le Canadien l'ait avec eux. Puis je pense que c'est un complément parfait pour Suzuki et Caulfield. Ouais. Je vais juste te dire que Logan Cooley a beaucoup de talent. Puis que ça n'aurait pas été un mauvais choix si le Canadien n'était pas aussi petit sur son top 6. Parce que si le Canadien, ses deux premiers centres, c'est Suzuki et Cooley, OK, on est bien bâti au centre, tout est beau. Mais là, puis en plus, probablement que Demidov, ça sera la première unité. Mais là, tu te retrouves à avoir 4 petits bonhommes qui forment ton top 6. Ouais, mais la valeur d'avoir un vrai power forward dans la LNH d'aujourd'hui,
c'est vraiment important. C'est vraiment rare. Il y en a combien en ce moment des vrais attaquants de puissance? C'est des vrais, là. Pas beaucoup. Non. Qui sont capables de jouer sur un premier trio. Non, il n'y en a T'sais, pas beaucoup. T'as les Kachuk, t'as Rantanen. Wilson. Ouais, Wilson. Mais tu une coche en Une dessous. petite affaire en dessous, ouais, je suis d'accord. C'est C'est pour ça que, tu vois, c'est la discussion, là, puis on pourrait la revoir dans une couple d'années pour le repêchage de 2024. Et les Ducks viendraient défendre leur sélection de Beckett Seneca. S'il devient ça, ouais. Parce que c'est un gros bonhomme de 6'3 Ouais. qui est capable de brasser, qui est capable de s'impliquer, qui est capable de foncer au filet. Puis là, on va pouvoir dire, mais Demidov est bien meilleur que Seneca. C'est sûr, 100 000 à l'heure. Sauf que Seneca va cocher une case que les Ducks, eux, cherchaient à remplir à ce moment-là. Ouais. Mais Demidov a un plus haut plafond que Cooley. Oui, Ben oui, non, à je fond. sais, c'est une comparaison qui est un peu boiteuse, mais c'est juste pour te dire que Non, des mais fois, c'est vrai. on va justifier des sélections élevées au repêchage, même si on pense. Kent Hughes l'a dit, hein, Slavkovski, je ne l'ai pas repêché pour être Jack Hughes. Non. Slavkovski, je l'ai repêché pour être un gros bonhomme de 6 pieds 4. Habite ton corps. Ouais, exact. Tu sais, je pense que. Je me rappelle d'une entrevue que Jeff Gorton avait donnée là, pas très longtemps après qu'il avait repêché Slavkovski. Puis il avait dit les trois gars un peu que on veut qu'ils s'inspirent de leur style de jeu. Là. C'était Jagr, Ossar, Rantanen. Puis bon, évidemment, il n'y aura jamais la carrière à probablement Jagr ou aucun des trois. Là. Mais tu sais, c'est un attaquant de puissance qui gagne ses batailles, qui joue profondément en territoire. Puis il a ce potentiel-là. Là. Tu sais, même cette année, ça se peut bien qu'il fasse 70 points s'il continue de même pour vrai, Slavkovski. ouais. Mais tu sais, on reprend l'exemple de Utah / les Coyotes parce que je trouve ça bon. Quand les Coyotes qui montent pour avoir Connor Geekie qui jouait dans la même équipe junior que Mathieu Savoie Ouais. et que finalement, c'est Geekie qui sort avant Savoie à cause d'une production. Ben, en fait, à cause d'un leadership, parce que c'est lui qui avait le C Ouais, mais en Savoie, plus. il a sorti quoi, 9e? Il me semble qu'ils ont sorti quasiment coup sur coup. Là. Ça se peut-tu? Je m'avance. Geeky est sorti 11. Savoie Ah, est j'ai sorti dit 9. n'importe quoi. Ah, ok, j'ai dit n'importe quoi. Savoie est Oublie ça. sorti 9, Geeky Oubliez sorti ça, j'étais 11. sûr que c'était Excuse, ça. mais non. Excusez, Bien ça essayé, marche Hugo. pas. Ça marche pas. Mais le meilleur à travers tout ça, c'était Zach Benson. Ouais. Le meilleur joueur du Ouais, Ben, il était un an plus jeune. Ouais, un an plus jeune. Un an plus jeune, c'est lui qui tirait le trio. Ouais. Un autre que, par contre, les Sabres pourraient bousiller son développement. Non, c'est Ça, c'est un autre. Checker le bain a été changé dans 3 ans pour. Ouais, c'est ça. Une poignée de puck. Ouais. Exact. Pendant qu'on parle du contrat de Cooley, vous êtes directeur général. Quel contrat vous préférez avoir dans vos rangs? Cooley 10 millions ou Thomas Harley 10,6? Moi, je value plus un défenseur par rapport Ouais. à un attaquant. Harley, c'est quand même un gars, il va faire l'équipe canadienne aux Olympiques. 6 pieds 4, il est super complet, il est mobile. Il est en ascension. Je crois qu'on a juste vu le début de ce qu'il peut donner. Moi, je prendrais Harley, même s'il est un peu plus cher à la place de Cooley. Ouais, moi aussi, je pense que Harley, il y a quand même des outils qui font en sorte que c'est quand même un défenseur assez complet. Puis, tu sais, il y a une confiance très grandissante dans la LNH présentement. Puis, son rôle est de plus en plus gros à Dallas. Honnêtement, je verrais pas comment. Tu sais, on parlait d'Evan Bouchard comme quoi il vaut pas vraiment son 10,5, son 11 même. 10,5. Mais, ben, Thomas Harley, lui, il va le valoir. Tu sais, vraiment. Ah, c'est sûr. Honnêtement, là, Toi? moi aussi, je Ouais. prendrais Harley. Ok. Honnêtement, on est dans une ère présentement où est-ce qu'on dirait que chaque joueur qui signe un contrat à long terme, je me dis tout le temps, bon coup pour l'équipe. Ouais. Parce que le plafond va exploser. Puis je reviens sur mon exemple de Gunter. Ça fait pas longtemps, Gunter. Là. Non. Une couple de mois. Là. Et ça chialait. Voyons, 7,1 millions, il n'a rien fait. On a vu la même affaire avec Nazar il n'y a pas longtemps. Les joueurs, avec cette explosion-là du plafond salarial, ça va tous être des aubaines. C'est ça. Faut arrêter de se crever Ouais. les yeux avec un trombone quand on voit ça. Là. Exact. Bien dit, Olivier. Exactement. man. Hey! Exactement. Wow! Mais bien dit. Tente de la renommée des métaphores. Colin. Honnêtement. Non, parce qu'il y a des joueurs, il y a des gens qui, à chaque fois qu'ils, tu sais, Frank Nazar cet été, tout ça, quand ils voient un jeune signer un contrat comme ça, qui a une saison et demie dans le corps, ils en reviennent pas, là. Ouais. Puis là, ils capotent, puis ils se mettent, tu sais, c'est la réalité d'aujourd'hui c'est mieux de signer le gars le plus rapidement possible, parce qu'il va finir par te coûter beaucoup plus cher. C'est plus l'époque de est-ce qu'on signe un pont ou est-ce qu'on lui donne un 8 ans? Non. Tu n'as aucun doute. Quand tu as un jeune joueur de talent, tu le signes pour 8 ans, puis tu pries que ça fonctionne. Mais pour le moment, il n'y a pas eu trop de mauvais contrats qui ont été donnés à des jeunes comme ça.
pour le moment. Là. Ouais. En tout cas, il faut arrêter de grimper dans les rideaux puis de se crever les yeux parce que. Il y a eu KK quand même, qui est l'exception, qui confirme la règle. Il y a une couple d'années. On fait des blagues, c'était une évidemment. situation, c'est ça. Mais moi, je pense que, écoute, puis c'est pour ça où est-ce que ça traînait un peu en longueur, là, coulé, là. Bonne affaire, le fait, 10 millions, c'est réglé, puis vous le regretterez pas avec le mammouth de Utah. Hey, super bon podcast, encore une fois, les gars, cette semaine. J'ai entendu vos 2 mots. Je les ai entendus passer. J'espère que vous les avez repérés à la maison. La semaine dernière, on avait demandé à Anthony Marcotte de nous donner les mots pour notre podcast. Hugo, tu avais eu nourriture que tu as réussi à placer. Oli, tu avais eu brassière. Que bien des gens avaient réussi. C'était subtil, c'était subtil. T'es pas super bon pour faire ça. Comment ça? C'est pas ta force. Et moi, j'avais eu fourchette. Et puis c'est bon parce que les deux, on avait réussi à le placer sans même s'en rendre compte. Exact. Si vous les avez pas réussi à les repérer, ben. Comme moi. Ouais. J'ai pas réussi à. C'est pour ça que je suis capotable. Mais voici où est-ce qu'on les avait placés dans le podcast de la semaine passée. Ça va avoir une corrélation aussi sur le succès de l'équipe. Là. Comme je disais, les partisans ont faim en ce moment, puis le succès du Canadien, c'est leur nourriture. On n'arrête pas de nourrir le club. Fait que, exact. Les attentes des partisans, évidemment. Est-ce que Brad Marchand va être de retour aux Olympiques? Pas le choix. Avec la façon dont il a joué en série, tu parles d'amener de l'énergie, des bâtons en face, des guns en face. Brad Marchand, c'est ça. Puis c'est un gars qui, rendu à son âge, il est rendu tellement mature qu'il sait comment se doser. Là. Ouais, il est plus en train de licher. Léo Komarov. Léo Komarov, c'est ça. Il est plus en train de licher un adversaire comme si c'était un gars de 17 ans qui venait d'enlever une première brassière. C'est un gars qui est mature. Brad Marchand, il a appris à se doser. C'était ouvertement su que Shane Wright, c'est un fan des Blue Jays. Donc, les Blue Jays ont répliqué sur Twitter. Ils ont répondu, l'ont tagué, ils ont dit immédiatement « Hey, Shane, faites-en pas, on va se reprendre. On va t'inviter à faire un lancer protocolaire la saison prochaine. Faites-en pas, on savait que c'était contre ton dirige. » C'était vraiment drôle. J'ai trouvé ça vraiment comique. C'était un beau clin d'œil. Moi, je suis content que, évidemment, on n'est pas un podcast de baseball, là, mais j'étais content que les Jays éliminent les Mariners parce que moi, là, je sais pas comment ça s'appelle, la fourchette qu'ils ont quand ils frappent les circuits. Le trident. Le trident. Alors voilà, j'espère que vous avez eu du plaisir avec ça, que vous serez capable de trouver nos mots pour cette semaine. Hugo, c'est quoi ton radar cette semaine? Écoute, très simple. Vous savez, les gars, je suis un gars de balle. Ben oui, t'as un de tes nombreux podcasts ici. Là. Le Dugout. Exact, le Dugout. T'as aussi ton podcast de F1. Là, l'épingle. Pas le trombone, l'épingle, c'est ça. L'épingle. Pas le trombone, l'épingle, effectivement. Puis, les Blue Jays, ça va bien. Et j'ai fait mes recherches. Sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui est tombée sous mes yeux de TSN, de Bar Down, qui font du contenu inusité sur le hockey. Et puis, est-ce que vous saviez que Ernie Clement jouait au hockey au secondaire? Non. Oui, c'est lui, il est né dans l'État de... Il est proche de Buffalo, là, dans l'État de New York. Puis, il a joué au secondaire, élite. Il avait 124 points en 79 parties en 4 ans. Ah ouais. Ernie Clement. Donc, je trouvais ça assez intéressant de voir. Puis, il y a une grande appartenance au hockey. On l'a déjà vu rentrer dans un match des Blue Jays en pre-game avec un jersey des Sabres de Buffalo. Lui, c'est un vrai fan des Sabres de Buffalo, guys. Ah ouais, mais quand même. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de hockey qui sont des athlètes qui ont fait plusieurs sports. Fait que c'est cool de même. Là. On voit beaucoup football, baseball. Ouais. Ça s'est vu régulièrement. Surtout des carrières lanceurs, par exemple, ou même juste des joueurs qui ont... Tu sais, Kyler Murray, Russell Wilson, il y en a plein. Johnny Manziel. Tom Brady avec les Expos. Ouais. Exact. Joueur de hockey, par contre, J.J. Watt a joué au hockey aussi au secondaire. J.J. Watt, oui. C'est vrai. Ça aurait été toute une brute. Ouais. Dans la LNH. Ouais, j'ai vu. Il a fait genre des pratiques avec les. Avec les Badgers de Wisconsin. C'est quand même. Non, il a joué un petit peu au hockey. Il vient du Wisconsin. Ça joue un peu au hockey là-bas. Ouais, non, mais. Je pense pas qu'il a joué super haut niveau, là, mais. Ex-lanceur des Braves, Tom Glavine, a été repêché par les Kings. J'étais pas sûr. J'étais justement en train de faire la recherche. Genre, il me semble que Tom Glavine a déjà gravité dans le hockey. Je pense que c'est un choix des Kings, des Wings, je m'en souviens pas. Ouais, je suis justement là, sur son Wikipédia. Là, ouais, Tom Glavine. Mais il y en a une couple de ça. Pas Vernon Adams, mais... je sais pas pourquoi j'ai dit Vernon Adams. Keanu Reeves. Ah ouais, Keanu Reeves, c'est un gardien de but. C'est un gardien de but, Keanu Reeves. Mais Johnny Manziel a été repêché par les Padres. Les Kings de Los Angeles. 4e tour, Tom Glavine. Ouais. Non, voilà. Donc, ouais, des athlètes multisports. Ouais. Je suis tombé sur un
un post Reddit là, où les gens ils nomment des. Valtteri Bottas, ça a l'air, il joue au hockey. Ouais, il a joué au hockey. Bon, voilà. Kimi Räikkönen a joué au hockey aussi. C'est des ouais. Finlandais. Ouais. fait Gros fan. Quand même. C'est un Justin Bieber. Ouais, Justin Bieber. Tu sais que Valtteri Bottas, c'est un ambassadeur du jeu vidéo NHL. En Finlande. ouais? C'est-tu vrai? Ouais. Un ambassadeur? Ouais. Un pilote de F1? Ouais. Il voulait pas choisir genre Alexander Barkov à la Ouais, place. je sais pas pourquoi. Mais il est, plus Ouais. il est pas le plus connu, là, Valtteri Bottas, Ouais. faut dire, mais. C'est vrai. Tant que ça? Ben en oui, Finlande? ben oui. Je pense que oui, là, c'est la partout, F1, là, c'est tu sais, un- les Ouais, je pilotes sais, mais de la F1. Finlande, c'est quand même un pays de hockey aussi. Là. Ben, je pense que oui. Ouais. Je pense que les pilotes de F1 là-bas, tu sais, avec Mika Hakkinen, là, qui a été vraiment Kimi fort dans les Räikkönen, années ils ont quand même une 90. histoire là. de. Non, je comprends, mais on parle quand même d'un gars qui a gagné le Selkie, 2 Coupes Stanley. Ouais. Ouais. Tu sais, je Faudrait voir. C'est vrai. C'est comme Faudrait qu'on aille en Lance Stroll. Finlande. Lance Stroll ici, Ouais. c'est pas la grosse affaire, là, tu sais, par Ouais, exemple. mais là, on est vraiment un emplacement de hockey. tu sais. Ouais, c'est ça. C'est un peu différent, mais On je va me en disais, Finlande, la on le Finlande, tu sais, c'est quand même un pays qui est Multisport. multisport, mais très hockey aussi. Là. C'est une nation qui se débrouille. Même si honnêtement, ils perdent un peu de galon, les Finlandais. Ouais, les dernières honnêtement, années. ouais. Mais honnêtement, les Finlandais, ils trippent au hockey. Là. Je vais aller d'une anecdote hyper personnelle. Cet été, j'avais été en voyage au Portugal. Puis à un moment donné, pendant une soirée, j'avais rencontré une gang de Finlandais. Puis là, je leur ai dit que je viens de Montréal puis tout. Là, j'étais comme, est-ce que vous aimez le hockey? Puis là, quand je leur ai dit qu'ils viennent de Montréal, eux, ils m'ont dit qu'ils venaient de Turku. Fait que là, ils étaient comme... est-ce que t'aimes Patrick Laine? Là, j'étais comme, oh my God. Pour être au Portugal. Pourquoi vous me parlez de Patrick Laine ici? Non, on n'aime pas Patrick Laine à Montréal. Puis là, il racontait, tu sais, Patrick Laine, c'était pas dire une légende en Finlande, mais c'était comme un immense, peut-être le plus gros prospect finlandais de l'histoire pour de vrai. Ben là. oui, Fait que quand il était honnêtement. jeune, il était vu gros comme ça. Fait que les gens là-bas, il adulent encore beaucoup Patrick Laine. Il avait tellement de potentiel. Fait que c'était assez comique. Là. J'étais dans les rues de Porto, puis je parlais de Patrick Laine avec une gang de Finlandais. Là, mais voilà. C'est fou, ça. C'est très bon. C'est très bon. Faut bien parler du Canadien de Montréal et de Patrick Laine. Ben oui. Ça À Porto. pogne. En voyage au Portugal. Ouais. Hey, c'était cool, les gars. Merci encore une fois cette semaine. J'espère que vous avez apprécié à la maison cette 5e édition du podcast Radar. On se retrouve la semaine prochaine.